Rafael Nadal, forfait à Toronto et blessé au pied gauche depuis Roland Garros, pourra-t-il disputer l'US Open? C'est la grande question qu'on va se poser dans cette vidéo. Au programme également les nouvelles facéties de Medvedev et Hugo Humbert, victime de la terrible revanche de Tsitsipas. C'est le programme explosif de votre double digest de Toronto, s'il vous plaît. Installez-vous confortablement, mettez-vous un petit café en backup et on attaque tout de suite avec le côté réseau. Et on attaque ce côté réseau avec le forfait de Rafa Nadal pour Toronto. C'est une demi-surprise, On l'avait quitté à Washington, on n'était pas exactement sûr qu'il puisse continuer à jouer après sa défaite contre Lloyd Harris. Là, on a vu très clairement que, eh bien non, il n'est pas capable de jouer sans douleur. Il l'a dit aussi en conférence de presse, il a expliqué un peu les tenants et les aboutissants de cette blessure. Et en gros, il a fait une pause pendant 20 jours après Roland Garros pour reposer son pied. On l'avait vu d'ailleurs enlever un strap sur le 4e set face à Novak Djokovic en demi-finale de Roland Garros. Et la situation est que Rafael Nadal ne peut pas jouer sans douleur. Alors il a essayé, il s'est présenté à Washington, il a essayé de jouer le tournoi avec ses sensations du moment, voir s'il était capable de performer à très haut niveau malgré la douleur. Il a réussi à faire un gros match contre Sock, j'espère que vous l'avez regardé à Washington, mais voilà, là il arrive à Toronto, il est pas dans les dispositions nécessaires pour pouvoir performer à très haut niveau, pour pouvoir accomplir les objectifs qu'il souhaite, c'est-à-dire éventuellement remporter un 21e majeur à l'US Open. Et donc la question que tous les fans de tennis se posent mécaniquement aujourd'hui après cette information, c'est est-ce qu'on verra Rafael Nadal à l'US Open? Est-ce qu'on le verra d'abord à Cincinnati, mais surtout à l'US Open, et dans quelles conditions? Parce qu'on se souvient, à l'Open Australie, il était arrivé avec une blessure dans le bas du dos, il n'avait pas disputé de tournoi préparatoire à la TP Cup, il avait procédé également à une infiltration pendant le tournoi. Alors qu'est-ce qui va se passer au niveau de son pied? Est-ce qu'il va réussir à récupérer? Est-ce qu'il va retrouver des sensations? Ça, c'est une grande question. Et puis Rafa, soyons clairs, c'est un joueur qui a toujours dû composer avec des gènes, des douleurs, des blessures au cours de sa carrière. Et moi, ce qui m'inquiète avec ce step back, c'est que il a essayé de disputer Washington, il a pris une pause, il a pas disputé Wimbledon ni les Jeux Olympiques pour essayer de se remettre de cette blessure. Et là, on arrive à un stade où il est incapable de jouer Toronto, donc ça veut dire que la blessure est toujours là, voire même qu'elle s'est de nouveau révélée. Et donc, dans ces conditions, c'est impossible d'être optimiste pour l'US Open. Personnellement, j'ai beaucoup de mal à le voir disputer ce tournoi dans de très bonnes conditions. Alors, et peut-être qu'il va essayer d'y aller avec la douleur, faire des infiltrations et se dire, vaille que vaille, vas-y, j'essaye de remporter mon 21e Grand Chelem, mais je suis assez sceptique par rapport à ça. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et on enchaîne ce côté réseau avec la facétie de Daniil Medvedev. Alors, il y a beaucoup de choses à dire sur cette séquence. Vous voyez Bublik en train de se marrer. Alors, ce qui s'est passé précisément, c'est un service volé, donc la petite volée de Bublik, le coup entre les jambes, le smash donc carrément sur Bublik, et donc Medvedev qui dit désolé, et ça a été considéré comme une interférence par l'arbitre, par Aurélie Tourte, et donc ça fait bien rire Alexander Bublik. La situation par contre a été lue de diverses façons sur les réseaux sociaux, comme d'habitude. On a les donneurs de leçons, les SJW qui sont sortis et qui ont dit ouais, Daniil Medvedev, espèce de sale sexiste, vas-y, comment tu parles à l'arbitre, c'est juste parce que c'est une femme que tu peux te permettre de parler comme ça. Alors reprenons un peu nos esprits. Je pense que l'arbitrage d'Aurélie Tourte a été un petit peu décalé par rapport à la situation, parce que dans tous les cas, Bublik n'avait aucune chance de récupérer la balle. En plus, Medvedev et Bublik, ce sont deux bons amis. Dire désolé dans le feu de l'action, ça ne devrait pas être considéré, à mon sens, comme de l'interférence. Ensuite, on a eu donc une justification de Aurélie Tourte et Daniil Medvedev qui a dit tu vas passer sur Tennis TV. Ça va être dans quelques instants la séquence, mais on voit bien qu'il y a un bon esprit entre les deux joueurs. C'est pas comme Fognini face à Murray, ça s'était passé à Shanghai, où carrément Fognini avait hurlé avant une volée de Murray, et là clairement il y avait eu interférence. Je trouve que là c'est un petit peu déplacé, et du coup Daniil qui est parti dans ses facéties classiques, peut-être un petit peu trop exagéré, mais bon c'est comme ça, c'est Daniil, on le connaît. Et on enchaîne, dernière info dans ce côté réseau, Novak Djokovic, c'est la grosse info aussi de ces dernières 48 heures, c'est le forfait de Novak à Toronto et à Cincinnati, donc il n'y aura aucun tournoi préparatoire pour le Serbe sur la tournée américaine avant l'US Open. Et une bonne info de Constance comme d'habitude, zéro forfait pour Toronto et Cincinnati. Joe Kernolet va arriver à New York sans préparation. Depuis 1990, aucun joueur n'a remporté l'US Open sans avoir pris part à au moins un des deux Master 1000 de la tournée américaine. Alors déjà, dans un premier temps, est-ce que ça doit être considéré comme une information surprenante? À mon sens, pas du tout. On l'a vu aux Jeux Olympiques, complètement bouilli le Novak, surtout à partir de la moitié du deuxième set face à Alexander Zverev, jusqu'à la fin du match, et également contre Karen Busta. On sentait que ça manquait de ressort, ça manquait de physique, ça manquait aussi de ressources mentales et morales. On sait que c'est un joueur qui construit ses victoires par rapport à son aura et sa capacité à se muer en mur, en barbelette. Et là, on a senti que c'était pas le Novak qui était capable de remporter des grands matchs, et donc, à mon sens, c'est une pause tout à fait logique. Et puis, pour Novak, se lancer à l'assaut d'un grand chelem sans
trop de repères avant, bah c'est pas forcément un énorme problème. On l'a vu à Wimbledon habituellement, ces dernières années en tout cas, il dispute simplement le Boodles Tennis Challenge, donc c'est une exhibition avant le tournoi londonien. Aussi à l'Open d'Australie, bah il y a pas non plus 10 000 tournois avant de se lancer sur ce grand chelem, donc c'est un joueur je pense qui va pouvoir capitaliser sur sa confiance, capitaliser également sur son aura. La grande clé pour lui ça va être est-ce qu'il aura récupéré physiquement et moralement de cet échec par rapport aux Jeux Olympiques. Ça va être très intéressant à voir. En tout cas je pense que c'est une bonne décision et il faudra surveiller Novak évidemment à l'US Open, ce sera le grand favori. Et on enchaîne si vous le voulez bien avec le coin tactique et ce match absolument étourdissant entre Hugo Humbert et Stefanos Tsitsipas. La nuit dernière il y avait 2-0 avant cette rencontre entre les deux hommes et une victoire très récente de Hugo aux Jeux Olympiques face à Stefanos Tsitsipas. Donc là c'était un peu la revanche pour Stefanos, il avait envie de remettre un peu les points sur les i et on a eu un match absolument grandiose, grandiloquent. Là j'ai une tête complètement défaite je pense sur ce digest parce que on s'est couché très tard si on a regardé ce match jusqu'au bout de la nuit. En tout cas on va commencer par la première palette. Alors première palette et on va insister sur les qualités d'Hugo Humbert, c'est-à-dire cette capacité à envoyer des flèches très régulièrement de toutes les positions et surtout côté revers. Là c'est vraiment une position préférentielle pour lui parce qu'il est capable de toucher deux zones qui sont mortelles, surtout vu la position de Stefanos ici, c'est-à-dire le long de ligne, c'est ce qu'il a réussi à trouver dans cette séquence, ou aussi le court croisé. Donc c'est un joueur qui frappe très à plat en revers. On est environ à 22-25 rotations par seconde et je trouve qu'il pose des difficultés un petit peu à la manière de Daniil Medvedev qui lui aussi a un revers à plat qui fait très mal, qui est très profond, qui est très perçant sur les défenses. Là par exemple on voit un Tsitsipas, ça va être difficile d'aller couvrir le côté revers et de faire un slice relativement pertinent long pour empêcher Hugo Humbert de t'enfoncer sur un deuxième coup de raquette. Donc ça c'est très létal et surtout on a ce côté gaucher qui à la fois inverse les valeurs mais qui inverse également les repères visuels, les repères stratégiques pour les adversaires parce que vous ne jouez pas de la même façon contre un gaucher ou contre un droitier, c'est pas les mêmes faiblesses, c'est pas les mêmes zones, etc. Donc Hugo Humbert qui profite vraiment de ça à l'échange mais également sur donc la prochaine palette. Car l'autre élément qui peut faire de ce match-up un cauchemar pour Stefanos Tsitsipas, c'est le service côté avantage. Ça c'est une arme absolument énorme pour Hugo Humbert. Je pense que c'est ce qui me fait me dire que ce mec-là il sera possiblement dans les 15 d'ici la fin de la saison, on aura le temps de reparler. Mais voilà, ici on a donc le service côté avantage extérieur qui va isoler son adversaire sur le revers. On voit un Tsitsipas qui a bout de raquette et donc et vous imaginez ici comment est-ce que vous vous rétablissez dans l'échange, c'est-à-dire vous faites un retour peut-être miraculeux ici, ensuite vous avez une course absolument phénoménale à faire, surtout que le deuxième coup de raquette d'Humbert peut être très performant. Donc ça c'est quelque chose qui est absolument létal et en plus donc Hugo Humbert représente cette menace, mais il peut tout à fait aller ôter, c'est ce qu'il a fait aussi sur des points très importants. Donc pour Tsitsipas, vous avez ce truc de est-ce que j'anticipe ou est-ce que je reste plutôt dans cette zone-là, et c'est absolument impossible à couvrir. Troisième palette, comment Tsitsipas a-t-il réussi à contrôler ses forces de la part d'Hugo Humbert? Alors déjà, il y a un point qui est très important, 4 sur 15 sur les balles de break, donc je trouve que Tsitsipas aurait très certainement pu remporter le match avant. D'ailleurs, il a servi pour la rencontre dans la deuxième manche, il a un petit peu choqué avec un service qui s'est échappé par-ci par-là dans les points importants des doubles. On a senti qu'il y avait encore quelques petites failles de la part de Tsitsipas sur les moments clés, mais je trouve côté revers ça a été très bon de la part du grec. Déjà premier point, il a réussi à bien bloquer, je trouve, il a réussi à rester compact dans la diagonale revers. Parfois on le sait, Tsitsipas ça peut être côté revers, il peut y avoir une faiblesse, il peut y avoir une faille, ça peut boiser, parfois il a pas les bonnes sensations. Là c'était vraiment pas mal, on a vu pas mal de revers bloqués et surtout lui avec son revers à une main il est condamné je trouve à créer. Ici on le voit, donc un slice très court, un peu à la manière de Roger Federer. D'ailleurs je pense qu'il devrait s'inspirer en masse de Roger Federer en termes de créativité sur le revers. Et donc il a essayé de varier, il a essayé de mixer, il a été bien résistant, il a aussi envoyé ses fameuses sacoches dans la diagonale revers. Bref, je trouve qu'il a été intéressant de ce côté et pour lui, il n'y a pas de miracle sur dur, il est obligé d'avancer de 50 cm, 1 mètre, il peut pas se permettre de jouer comme sur terre battue avec un peu ses repères défensifs et ce côté contre-attaquant. Là il est obligé lui d'avancer, il est obligé de conclure les points très rapidement. Et il y a une statistique qui est tout à fait éloquente, c'est sur les points courts, donc entre 1 et 5 échanges, 82 points remportés pour Tsitsipas, 52 simplement pour Hugo Humbert. L'autre palette que j'aime beaucoup, qu'est-ce que j'aime voir ça, Stefanos Tsitsipas, quand tu t'engages après un coup droit et que tu montes à la volée, même si la volée est difficile, on la voit, elle est dans les chaussettes, il faut la remonter sur un point très important dans le tie-break, à 7 partout, un tie-break qu'il aurait dû remporter d'ailleurs, mais bon, on va pas revenir là-dessus. Donc ça c'est très intéressant je pense, c'est un axe d'évolution pour Tsitsipas, il est grand, il a une belle envergure, il a un service qui peut s'améliorer mais qui est quand même très performant
performant, il a une grosse giclette en coup droit, et il doit être capable de davantage avancer dans le terrain, de davantage conclure au filet. Je trouve que c'est encore trop peu de la part de Tsitsipas, il doit avancer encore plus, il doit essayer de conclure après ses grosses frappes, après ses gros services, faire plus de services volés, essayer de prendre davantage l'échange à son compte. Là on a vu face à Humbert, c'est pas un joueur qui fait des coups intermédiaires, c'est un joueur qui envoie des sacoches en permanence, et contre un joueur comme ça, tu dois essayer de récupérer les clés de ce tennis offensif. Tsitsipas, ça c'est un exemple, il faut le faire encore plus souvent, il faut aller vers l'avant de plus en plus. Et comment terminer ce coin tactique sans évoquer le match entre Bublik et Medvedev, très intéressant en termes de tactique, en termes de positionnement, en termes d'agressivité. Je vais vous montrer tout ça en 2 palettes essentielles. Alors, dans ce match, et comme ça peut arriver souvent, quand on a des interruptions dues à la pluie, on a eu 2 matchs en 1, et Daniil qui a réussi à se remettre dedans, parce que le début de la partie, qu'est-ce que c'était mauvais, c'était beaucoup trop passif, et Bublik il a été très intelligent à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'il a exploité cette passivité, il a attendu, tout simplement, il est resté dans la diagonale revers, il a attendu que Medvedev fasse les points et les fautes, surtout les fautes, parce que Daniil ne faisait rien en retour de service, c'était cataclysmique, en plus très loin, quasiment dans les bâches, il ouvrait les angles, ça c'est un régal pour Bublik qui est quand même un gros serveur, qui envoyait des minotés, des mines extérieures, qui s'est gavé dans la première partie de la rencontre, et ça c'est quelque chose que je trouve de très intéressant, c'est que quand votre adversaire a des mauvaises sensations, il faut pas essayer de faire des dingueries, il faut pas essayer de sortir des coups gagnants, viser les lignes, faut attendre, faut essayer de faire travailler. Alors il peut y avoir un effet pervers aussi, c'est que plus tu fais frapper ton adversaire, plus il peut se mettre en confiance et il peut se libérer. Ça peut être aussi un mauvais côté de cette extrême passivité. Mais Bublik, très intelligent, très fin, et je le trouve depuis un an hyper cadré, hyper structuré. Alors il a toujours ses grains de folie, attention, je dis pas que Bublik est un joueur un peu à la Davydenko ou à la Carreno Busta, attention, on n'en est pas là encore, je pense que quand on arrivera à cette extrémité, on sera mal barré. Non mais Bublik je le trouve très cadré, et là j'ai trouvé au niveau tactique c'était intéressant, c'est plutôt un joueur qui brille par sa fantaisie, non là très bien. Des coups d'attente et puis des capacités à envoyer des flèches en coup droit, en revers et également avec son service, donc un Bublik plutôt très bon en début de partie. Et puis après l'interruption pluie, on a vu un autre Daniil Medvedev, c'était un joueur complètement différent, c'était le grand Daniil. Ici on le voit se jeter dans un retour de revers qui va sanctionner Alexander Bublik, donc on a vu des intentions plus offensives, on l'a vu avancer d'1 mètre, c'est pas un joueur défensif, je sais que certains d'entre vous trouvent qu'il est un peu joueur d'échecs avec des coups d'attente etc. Non, chaque coup doit avoir une idée, chaque coup doit avoir une intention, et peu importe au fond qu'on joue sur le décoteur de Cincinnati ou de Toronto, ou même le Lecold de l'US Open qui est réputé un peu plus lent, ces joueurs-là, c'est Daniil, c'est Stefanos, ils ne peuvent gagner que si chaque coup est habité par une intention offensive de préférence. Et on enchaîne, si vous le voulez bien, avec la reco du jour, le match à ne manquer sous aucun prétexte aujourd'hui. Alors j'en ai 2, je vais un petit peu tricher, j'ai choisi le Karatsev-Khachanov en 2e rotation sur le grand stand, et également le premier match de la session nocturne entre Tiafoe et Shapovalov. Avant de vous quitter, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce et à vous abonner et à commenter avec votre plus belle plume dans l'espace commentaire, je répondrai, je mettrai des cœurs partout si nécessaire. J'ai tout donné sur cette vidéo, je suis en train de dégouliner, je vais prendre un bain, à demain, ciao.